Bonjour Tal Brutman, je suis ravi et très heureux de vous avoir au bout du fil via Skype pour une nouvelle parole d'historien. Donc vous êtes historien, chercheur, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de la France de Vichy et de la persécution des Juifs d'Europe. Vous vous intéressez aussi beaucoup à la bande dessinée, vous avez écrit et vous avez participé à des émissions notamment sur l'histoire du comics américain. Comment vous avez découvert la bande dessinée ? Bonjour. En fait, j'ai grandi avec la bande dessinée grâce à mes parents qui, eux, n'avaient pas de culture de BD, mais étonnamment, qui m'ont mis des BD dans les mains dès mon plus jeune âge, d'aussi loin que je me rappelle. Donc, j'ai toujours grandi avec les grands classiques pour commencer, Tintin, Astérix, Lucky Luke, Gaston, Spirou, voilà. Et ensuite, en fait, ça m'a jamais lâché. Et très jeune, je me suis mis à lire énormément de bandes dessinées. Pas que, mais énormément de bandes dessinées. Est-ce qu'il y a un genre qui vous attire plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des séries, des héros, des auteurs qui vous passionnent? Alors, j'ai parlé comme un vieux maintenant, parce que je commence à être un ex-jeune, mais quand j'ai commencé à lire la BD, c'était dans les, on va dire, milieu-fin des années 70. Le genre était relativement restreint à l'époque. Il y avait quasiment que du franco-belge, à peu d'exceptions près. Et pour ceux qui ont connu cette période glorieuse, il y avait, pour ce qui était la production américaine, il y avait les Pocket ou les Strange. Le choix était relativement réduit, mais c'était aussi bien le franco-belge que ce qu'on appelle aujourd'hui le comics. Donc, ensuite, ça c'est à partir des années 80, il y a une vraie explosion qui aujourd'hui est encore plus colossale, mais du coup, moi, j'en suis resté, on va dire, à mes amours. Le franco-belge qui commence à être daté ou qui a évolué dans pas mal de domaines, et puis le comics américain qui reste ultra dynamique aussi. Donc voilà, j'ai un éventail très large de choix et de goûts. Il n'y a pas. Alors, vraiment, ça va de Astérix et Lucky Luke que je relis avec plaisir en passant, on risque d'en parler éventuellement, en passant par les Watchmen et en allant sur des trucs plus récents comme de Capet et de Croc, par exemple, pour prendre des choses qu'on peut rattacher à l'historique ou à de la SF en BD ou à du super-héros en BD, etc., etc. Alors, est-ce que la BD trouve une place dans votre travail d'historien? Parce que vous travaillez beaucoup sur la photographie et sur les images de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la bande dessinée trouve une place dans votre travail d'historien, dans votre réflexion? Alors, c'est la réponse est évidente, entre guillemets, à plein, pour une raison très simple. Le chaînon manquant entre l'écrit et la photo, c'est la BD. Et ce chaînon-là, vu que j'ai grandi avec, pour moi, il est ultra important intellectuellement, s'il faut intellectualiser les choses. Et c'est un véritable apport, notamment en ce qui concerne la photographie, puisque on tend à voir la photo, comme, au contraire d'une image animée, comme un instant figé, une photo, alors que la photo procède d'un mouvement, d'un découpage, d'une narration, et que tout ça, on l'oublie quand on a affaire à la photo ou à des albums de photos, alors que quand on connaît la bande dessinée, on sait que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un découpage, qu'on choisit l'image, on choisit l'angle de l'image, on choisit ce qui va dire l'image, et que la BD, ce sont des images fixes, mais qui sont mises bout à bout, comme l'est la photo, même si on peut soit utiliser des photos isolées, soit des séries de photos qui se suivent et qui constituent, pour le coup, une narration également. La BD fait partie intégrante de mon corpus intellectuel et je l'assume sans rougir nullement. Donc, quand vous travaillez, par exemple, sur des photos de camps de concentration ou d'albums allemands qui ont été faites dans des conditions, soit dans des camps ou dans ce contexte-là, comment la BD peut vous aider? Comment la BD peut être pas un secours, mais en tout cas un point d'appui? C'est plutôt, en fait, je vais digresser à partir de votre question pour essayer d'illustrer, mais ça va dans plusieurs directions. La première direction, d'abord, c'est que une fois qu'on sait que ça procède d'une narration et donc d'un découpage, ça permet d'intégrer que quand on a affaire à une photo, c'est pas juste un instant figé, mais que cette photo, il y a un avant et un après. Or, le problème, c'est que ce que je viens de dire, ce que je viens de dénoncer, c'est une évidence, mais c'est une évidence qui n'est jamais envisagée ou très rarement envisagée. On pose la photo et on dit voilà ce qui se passe. Et je ne parle même pas des problèmes que ça pose en termes de compréhension de l'image, mais on dit voilà ce qui se passe.
et on n'imagine pas l'avant et l'après. Et cet avant et cet après permet de comprendre ce qu'il y a sur la photo, mais souvent, on ne l'a pas. Et du coup, ce que vous avez évoqué, ça se réfère notamment au dernier gros livre que j'ai réalisé avec 2 collègues allemands, 2 amis et néanmoins collègues allemands, où on a analysé l'album d'Auschwitz, qui est l'une des pièces les plus iconiques de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, qui est connue depuis la fin des années 40, qui a été publiée depuis 4 décennies. Et jamais cet album n'a été analysé comme étant constitué d'images mélangées. C'est-à-dire que on a, moi y compris pendant 10 ans, on est tous partis du principe que l'album était là, il suffisait de tourner les pages pour comprendre l'histoire. Or, on a affaire à des photos qui procèdent d'un choix, d'une sélection, d'une mise en place physique dans l'album, etc., etc. Autant de dimensions qui ne sont jamais intégrées. Alors que justement, une partie du travail qu'on a fait, ça a été de déconstruire l'album au sens matériel du terme, pour ensuite reconstruire les prises de vue et retrouver l'ordre original. En gros, si on fait le parallèle avec une BD, c'est comme si vous aviez une planche dont les cases avaient été découpées, qu'on les avait recollées dans n'importe quel sens, et qu'on se contentait de ce sens-là, sans s'interroger sur le problème que ça pose en termes de compréhension. Donc là, la BD, elle a joué un rôle très important en termes de compréhension de la narration, c'est-à-dire que ça fournit des instruments qui permettent de comprendre comment est-ce que les images s'intègrent dans un ensemble plus large. On pourrait penser que j'énonce des trucs évidents, ce qui est le cas, mais il y a énormément de gens qui n'ont pas eu de culture BD quand ils ont grandi, qui vous expliquent une fois adultes, qui sont incapables de lire de la bande dessinée parce qu'ils n'arrivent pas à associer le texte avec l'image, ni la notion même de découpage et de séquençage. Donc, quand on est lecteur de BD, ce sont des choses qui sont évidentes parce qu'elles sont acquises, et on perd de vue que ça n'a rien d'évident parce que ça nécessite un apprentissage, mais comme la lecture, comme la marche, et qu'une fois qu'on a cet apprentissage, on ne fait même plus gaffe qu'en fait, non, ce n'est pas facile, il faut l'apprendre. Comment la BD, autre question qu'on a un peu évoquée quand on a pris contact, comment la BD peut être un vecteur de connaissances historiques et à quelles conditions la bande dessinée peut devenir un outil pour transmettre l'histoire? Alors, vous animez Casse d'Histoire, donc ça va peut-être être en contradiction avec d'autres interventions, ce que vous pensez vous-même. J'insiste sur une chose, mais qui a longtemps prévalu chez moi, c'est que j'ai longtemps eu horreur de l'histoire en bande dessinée. Je m'explique. Et vu qu'on est à peu près de la même génération, ou pour ceux qui sont même plus vieux que nous et pas plus jeunes, l'histoire en BD, c'était l'oncle Paul raconte. Ou alors, dans les années 80, il y avait des collections historiques vécues chez Glénat ou d'autres comme au Lombard, qui étaient vraiment, on va vous dire l'histoire. En gros, on va vous faire un cours d'histoire, et vu que la BD, c'est pour les neuneux, on va vous la mettre en image pour les neuneux. C'est-à-dire, c'est un truc de lecture pour les simples d'esprit, si je pousse et j'exagère la logique. Et je ne vois absolument pas quel est l'intérêt d'utiliser la bande dessinée pour faire des cours d'histoire. On utilise la bande dessinée pour faire de la bande dessinée. Voilà, pour raconter une histoire, par opposition à l'histoire en tant que science, mais on utilise la bande dessinée pour raconter quelque chose, et pas pour faire un cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on parle de l'intérêt qu'il y a en tant qu'historien pour la bande dessinée, on peut le décliner sous plein d'angles. D'abord, je me suis référé aux années 80. Dans les années 80, il y a eu une révolution au sein de la bande dessinée où pas mal d'œuvres ont joué un rôle, mais qui se réduisent en fait à une demi-douzaine, dont la plus importante, évidemment, c'est Maus, qui est une BD historique dans tous les sens du terme. Mais justement, là où c'est intéressant, et on peut le retrouver pour d'autres BD que moi je tiens comme étant des chefs-d'œuvre, c'est que ce n'est pas une BD qui veut faire l'histoire, c'est une BD qui raconte une histoire. Maus, c'est Art Spiegelman qui dit « Je vais vous raconter l'histoire de mon père. Je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un cinéaste, je suis un dessinateur de BD, donc j'ai utilisé mon art pour vous raconter l'histoire de mon père. » Et jamais Art Spiegelman ne donne un cours d'histoire, jamais il se met en posture de vous dire « Voilà, ça c'est l'histoire. » Il vous dit « C'est l'histoire de mon père. » est archi-documenté, il a lu tous les livres qu'il pouvait lire, il s'est rendu sur place, il a enquêté, il a fait un travail d'historien, mais en même temps, il livre une œuvre de bande dessinée. Et on retrouve cette démarche-là, par exemple, dans La guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, où Guibert ne se pique pas de dire « je vais vous faire un cours d'histoire ». Il dit « voilà, je vous raconte l'histoire de cet homme-là
Alan et sa guerre à lui pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour moi, on est vraiment dans le cœur même de ce qu'est la bande dessinée. On utilise ce vecteur-là pour raconter une histoire qui, par ailleurs, est une histoire en prise avec l'histoire. Donc ça, c'est le premier point. Les cours d'histoire en BD, c'est un champ qui est en plein développement, qui a un succès phénoménal. Je ne vois pas trop l'intérêt. Pour moi, c'est comme quand on adapte une série en film, ou alors quand on adapte, on prend un truc et on le transforme juste sous un autre média. Je ne vois pas ce que ça apporte, littéralement. C'est pas juste, on va vous faire ça en BD, on va vous faire un cours en BD, à défaut d'avoir un cours en classe ou un cours sous forme de livre d'histoire. Donc c'est là où moi, je n'ai pas de la BD pour lire de l'histoire. De la BD pour lire de la BD, si ça aborde l'histoire, c'est tant mieux. Voilà. Mais pour moi, l'intérêt, c'est qu'il y ait une histoire qui soit racontée à travers la bande dessinée. Et après, évidemment, vous avez des chefs-d'œuvre. J'en ai cité deux qui sont très particuliers. Il y en a d'autres. Et je vous dis pas que je dis absolument pas qu'il n'est pas légitime de raconter l'histoire en bande dessinée. Je dis juste que faire un cours d'histoire en BD, à mon sens, n'a pas d'intérêt, en tout cas pour moi. Maintenant, il y a d'autres BD qu'on n'envisage pas ou qu'on connaît comme étant des vecteurs d'histoire. Alors, peut-être que certains, enfin vous et certains de vos auditeurs, spectateurs connaissent, mais les BD faites par Will Eisner à la fin des années 70, ultra biographiques sur le Bronx, ou alors explicitement autobiographiques comme Voyage au cœur de la tempête, sont des chefs-d'œuvre de récits historiques qui racontent des tranches de la vie pour New York avec le Bronx et d'autres albums sur ce qu'était le New York des années 30. C'est à la fois un témoignage, un récit, évidemment, c'est de la bande dessinée. Et d'un point de vue historique, c'est ultra intéressant. Ça peut être exploité en cours. J'ai des amis et néanmoins enseignants qui le font et qui utilisent Eisner. Voyage au cœur de la tempête, c'est un récit biographique de Will Eisner sur sa Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça existe depuis quasiment 40 ans, ces BD. Donc là, on a un mix entre des récits sociaux qui ne se piquent pas d'être sociologisants, ce que vous voulez, qui sont des tranches de vie, mais qui racontent la vie dans les années 30 ou 40 aux États-Unis par un auteur de BD. Ou alors sa propre autobiographie. Il a fait plusieurs récits de guerre, puisqu'il a aussi fait un truc sur le Vietnam, puisqu'il a participé à la guerre du Vietnam, où il raconte sa vie. Donc on en est toujours, et ça montre aussi ce qui m'intéresse, et on en vient à la biographie ou à l'autobiographie par le biais de la bande dessinée. Il y a aussi tout un autre pan, c'est super intéressant, qui est le comics par exemple, où là vous avez en termes d'allégorie une foultitude de choses à explorer depuis les années 30 et la naissance du genre jusqu'à aujourd'hui. Et le comics a longtemps, même si maintenant, et je suis loin d'être le seul, il y a d'autres spécialistes qui s'y intéressent très largement en histoire, mais le comics a longtemps été négligé, voire vu comme étant un sous-genre absolu sans aucun intérêt, de types qui se battent en pyjama, ce qui est le cas, mais il y a souvent des choses derrière qui sont très intéressantes à analyser. Ça c'est la question suivante, et vous anticipez un peu, et je pense que c'est dans ce sens-là que vous voulez aller avec le comics, c'est dans quelle mesure la bande dessinée peut devenir une source? J'allais venir à l'enchaînement, en fait, mais j'allais citer un dernier exemple dont je me suis rendu compte à la fac au siècle dernier, c'est que, petite anecdote, j'avais un exposé à faire en licence sur la Grèce et les Jeux Olympiques. J'ai passé une semaine à la BU à tout retourner pour trouver des infos, des données sur les Jeux Olympiques, sur la statutaire, tout ce qu'on veut. Je fais mon exposé, j'en ai chié pour trouver les données. À l'époque, il n'y avait pas Internet, c'est début des années 90. Enfin, tout était compliqué à l'époque. Et ensuite, je prends Astérix aux Jeux Olympiques, je l'ouvre, je commence à lire, et toutes les données que j'avais cherchées étaient dans Astérix aux Jeux Olympiques. Tout ce que Goscinny a utilisé est strictement, rigoureusement exact, alors que personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire que si on parle de sources, j'aurais pu commencer par lire ça, avant évidemment de recouper, si on se prend pour un historien, on recoupe, mais il y avait quasiment tout ce qu'il me fallait dedans. Donc voilà, donc c'est une source de fait. Maintenant, en quoi la BD est une source En fait, le comics
que j'ai évoqué juste avant en est un exemple, mais je vais reprendre ce que j'ai évoqué juste avant. Si vous voulez une source sur la vie à New York dans les années 20 ou 30 dans les milieux immigrés juifs ou italiens, Will Eisner constitue un formidable témoignage. C'est un témoignage au sens historique du terme et historien du terme. Et vous pouvez l'exploiter au même titre que des écrits, que des reportages dans la presse à l'époque, que des films d'actualité à l'époque ou des films de fiction, etc., etc. Donc, voilà. Et la BD n'est pas différente des autres objets qu'on utilise en histoire. Il faut juste ne pas perdre de vue ce que c'est, sa valeur ou sa non-valeur. Une BD est bonne ou mauvaise, comme un film est bon ou mauvais, ou comme un livre est bon ou mauvais, et on peut l'utiliser. Par exemple, j'ai écrit un essai sur Auschwitz, parmi mes sources, il y a Maus. J'utilise Maus parce que c'est un témoignage retranscrit sous forme de bande dessinée, mais Art Spiegelman a interviewé son père, il a retranscrit le témoignage de son père, et je l'utilise en tant que tel. De la même manière, et ça va compléter un truc que j'ai évoqué avant, c'est que le dessin est souvent vu en histoire comme étant un objet d'art, davantage qu'une source, en particulier en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, puisque souvent, vous avez évoqué l'univers concentrationnaire, souvent on réduit ce qui a été produit dans les camps de concentration comme étant une volonté de créer de l'art. Et donc on réduit le dessin à de l'art. Sauf que non, le dessin, pour quelqu'un qui sait dessiner, est une forme de témoignage. Des gens savent écrire, et donc ils écrivent pour fixer leur témoignage. D'autres savent dessiner, ils vont témoigner par le dessin. Or, cette dimension-là, elle est très largement négligée. Et donc, il y a littéralement des dizaines de milliers de dessins, si on reste sur les camps, qui montrent les camps, qui montrent ce qui s'y passe, et qui sont rapportés par l'œil et la main d'un prisonnier, ou alors d'un SS éventuellement, puisque des SS ont produit des dessins. Et ça constitue des sources qui sont très largement négligées. Quand on les regarde, elles sont plus fiables que les photos. J'ai évoqué l'album d'Auschwitz qu'on a étudié. Il y a 200 photos de ce qu'on appelle la sélection, entre guillemets, c'est-à-dire le moment où les SS choisissent qui des Juifs vont vivre ou mourir. Toutes ces photos sont mises en scène par les SS et cachent tout un ensemble de choses dont on sait qu'elles existent, par les témoignages des SS, par les témoignages des rescapés, par les archives, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas dans les photos. En revanche, on a 3 dessins qui montrent une scène de sélection qui ont été faites clandestinement par un prisonnier. Déjà, ces 3 dessins, premier constat, ça forme un strip. Ce sont 3 cases qui se suivent. Donc, ce prisonnier a fait une bande dessinée pour raconter ce qu'il voyait à ce moment-là. Il en a fait d'autres. Il a fait une trentaine de dessins qui constituent tout un ensemble de strips. Mais il fait 3 dessins qui, eux, disent toute la réalité de ce qui se déroule et qu'on ne retrouve pas dans les photos. La violence est dans les dessins, elle n'est pas dans les photos. Les détails chronologiques, temporels sont dans les photos, elles sont dans les dessins, elles ne sont pas dans les photos, etc., etc. Donc ça permet de comprendre que la BD, mais plus largement le dessin, est une source à part entière qu'il faut envisager comme source, aborder comme telle, s'interroger dessus et l'exploiter comme on a l'habitude d'exploiter n'importe quelle source écrite. Et vraiment, j'ai cité Maus que j'ai utilisé comme source dans un livre scientifique. On peut multiplier les exemples tout simplement parce que Calvo avec La Bête est morte est une source. Ouais, ouais. C'est un témoignage fait en 1944 par 3 Français, c'est-à-dire les 2 scénaristes, Zimmerman et Dansette, plus Calvo au dessin, et ils livrent leur vision de la Seconde Guerre mondiale en 1944, dans le premier tome et ensuite en 1945 dans le deuxième, avec leur connaissance, ce qui leur paraît important ou pas important. Ils savent ce qu'ils ignorent, leur discours politique, le terme qui n'est pas péjoratif, mais c'est une source. Et donc, en tant que tel, ça nous dit énormément de choses. Et par exemple, La Bête est morte, je l'utilise régulièrement ou dans des cours ou même dans des formations pour les enseignants pour montrer à quel point on a affaire à quelque chose qui doit être pris non pas comme un Mickey, enfin, un bête illustré pour les enfants, mais comme un témoignage sur la Seconde Guerre mondiale qui doit être lu comme tel, compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une mise en récit destinée a priori, ce n'est pas obligatoirement le cas, à des enfants et racontée sous forme de bestiaire la Seconde Guerre mondiale. Mais une fois qu'on a ça en tête, on peut décrypter tout un ensemble de choses qui sont remarquables et qui montrent aussi la qualité de ce que peut être la bande dessinée, puisque si je reste sur l'exemple de La Bête est morte, le premier tome a été dessiné
dans le premier semestre 44, à peu près de ce qu'on en sait. Et dans cette bande dessinée qui fait moins d'une trentaine de planches, on a 2 cases qui seront consacrées à la Shoah. Vous n'avez à ce moment-là quasiment aucun témoignage de Français, par exemple, qui vous parle de la Shoah. On n'a pas encore compris, je ne vous dis pas qu'on ne parle pas du sort des Juifs, on sait que les Juifs souffrent. Si vous lisez La Bête est morte, il y a la définition du terme génocide avant même qu'il ne soit créé par Raphaël Lemkin, fin 1944. Donc, 3 pauvres auteurs de bande dessinée ont défini le génocide avant le juriste qui a défini la notion de génocide. Voilà. Ce qui vous montre à quel point la BD n'est qu'un média parmi d'autres qui peut produire de l'excellent. J'ai cité quelques exemples qui, pour moi, sont excellents, dans un flot de choses ineptes et sans intérêt. Oui, c'est valable pour le cinéma, la littérature. Enfin, voilà. Exactement. Là où votre parallèle est intéressant, c'est que si on prend la séquence qui va de 44 au début des années 90 en ce qui concerne la Shoah, vous avez des centaines de films et des milliers d'ouvrages qui ont parlé de ce sujet. Et il n'y a eu que 4 bandes dessinées. Sur les milliers d'ouvrages, il y en a des fondamentaux, Primo Levi, Charlotte Delbo, enfin il y en a aussi une foultitude qui sont sans intérêt. Parmi les centaines de films, même chose, il y a des chefs-d'œuvre absolus, mais une foultitude de choses sans intérêt. Parmi les 4 bandes dessinées, pour aller très vite, c'est La Bête est morte, un comics qui s'appelle Master Race, qui est une histoire en quelques planches, sous couvert, sous prétexte d'enquête policière, le sort des Juifs en Europe de 33 à 45. C'est un chef-d'œuvre. Les X-Men, qui est une allégorie de la Shoah entre les années 60 et le début des années 80, qui a livré des récits remarquables aussi, notamment 2 à la fin des années 70, et Maus. On a 4 bandes dessinées qui traitent du sujet, uniquement 4, et les 4 constituent, d'un point de vue ou un autre, des chefs-d'œuvre. Chefs-d'œuvre absolus si vous prenez Maus, et des chefs-d'œuvre relatifs sur une échelle de chefs-d'œuvre pour les 3 autres. Donc ça vous montre aussi que ce qui a longtemps été négligé ou méprisé, parce que la BD est aussi quelque chose d'essence populaire, même si ça tend à disparaître aujourd'hui, a produit des choses remarquables, mais qui ont longtemps été négligées par, on va dire, l'immense masse. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai découvert la roue. D'autres avant moi s'y sont intéressés. Donc vous vous intéressez beaucoup aux comics américains. Est-ce qu'on peut en parler un peu et pourquoi ça vous intéresse? Qu'est-ce qu'on peut tirer du comics américain sur notamment l'histoire américaine essentiellement? En ce qui concerne le comics, déjà, quand on est en France, il y a un malentendu, puisque pour nous, le comics, c'est l'essence même de l'impérialisme américain, triomphant, tout ce qu'on veut, enfin, les super-héros qui incarnent les valeurs du bien. Le Captain America, le type qui se balade déguisé en drapeau américain, c'est la preuve de l'impérialisme américain. On a juste perdu de vue ce qu'est le comics à l'origine. C'est un médium qui a été créé par des immigrés. Et ça, c'est fondamental. Dans les années 30, le comics est avant tout créé par des enfants de juifs immigrés ou par des juifs immigrés eux-mêmes, par des Italiens immigrés ou alors voire de Polonais immigrés. Pourquoi? Parce que ces populations-là, quand elles sont douées en art, ont toutes les portes fermées, notamment pour exercer leur art dans les grands magazines illustrés où exerce, par exemple, un Norman Rockwell mais parmi d'autres, on peut citer tous les grands artistes américains des années 20 ou 30 qui vivent de leur art, notamment grâce à ces revues illustrées, ces magazines illustrés. Or, c'est réservé aux WASP. Quand vous n'êtes pas WASP, vous ne pouvez pas y accéder. Et donc, le comics va être un genre inventé pour permettre à ces gens-là qui sont bons en dessin de réussir à gagner leur vie. Donc, on a affaire à une création faite par des immigrés d'un nouveau médium. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, le rap qui est créé par les populations noires américaines, justement en raison de la ségrégation qu'ils subissent, en plus ça résonne avec l'actualité qu'on a aujourd'hui, le rap est identifié comme étant l'émanation d'une culture, d'une population qui subit des persécutions et des discriminations. Or, le comics à l'origine, c'est exactement la même chose. C'est l'essence même d'une création de populations qui sont rejetées. Je vous ai cité. Alors, l'immense majorité des créateurs dans les années 30 sont des juifs, et aussi des Italiens et des Polonais, c'est-à-dire des catholiques, et qui sont en opposition, en but avec la société anglo-saxonne et protestante des États-Unis.
Maintenant, si vous regardez les super-héros qui ont été créés à l'époque, on a des super-héros comme Superman, par exemple. Là, ça a été étudié depuis très longtemps. Superman, c'est en fait la transposition du mythe de Moïse avec ce type qui arrive. Il y a une histoire qui est encore plus intéressante, c'est Captain America, qui est créé en mars 41. Et Captain America, que nous, on identifie comme étant le symbole de l'impérialisme américain, en mars 41, quand il est publié, le numéro 1, c'est Captain America qui met un coup de poing à Adolf Hitler. Quand on regarde la couverture, pour nous, c'est normal, il n'y a pas de problème, sauf qu'en mars 41, les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'Allemagne, voire même ceux qui tiennent le haut du pavé, ce sont soit les isolationnistes de Lindbergh, voire même les nazis américains qui paradent à New York. Dans les rues de New York. Donc on a affaire à un point de vue qui est ultra minoritaire. Quand Jack Kirby et Joe Simon créent Captain America, c'est leur vision à eux de ce que devraient être les États-Unis. Pour eux, c'est la patrie des droits de l'homme, mais bon, pour nous, la France, c'est la patrie des voix. Enfin, voilà. Mais pour eux, les États-Unis, c'est les valeurs de la liberté, de la démocratie. Et donc, en tant que tel, les États-Unis devraient livrer la guerre au Troisième Reich. Il faut attendre Pearl Harbor, 9 mois plus tard, pour que ça se produise. Et entre-temps, Kirby et Simon vont être menacés de mort par les nazis à New York, être placés sous protection policière, etc., etc. Et si je garde l'exemple de Jack Kirby, Jacob Kurtzberg, à l'origine, ce type, qui est le plus grand ou l'un des plus grands avec Will Eisner, des créateurs du comics historique, au sens de la naissance du comics, Jacob Kurtzberg, c'est une petite frappe du Lower East Side qui se bat dans la rue quand il est gamin et qui va sortir de la rue grâce au dessin. Donc ça vous montre aussi, et quand je fais le parallèle avec le rap, c'est absolument pas tiré par les cheveux, c'est que le rap a permis à des gens qui ont grandi dans la rue de s'en sortir, comme le comics a en partie, sans forcer le trait, permis à des gens comme Kirby ou d'autres de s'en sortir en gagnant leur vie grâce au dessin. Ben, merci beaucoup, Tal. Je crois qu'on n'a pas fait le tour parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures de tout ça, quoi. Merci à vous de votre invitation. Et donc, je vous remercie. Et puis, peut-être qu'on se retrouvera d'autres sujets de conversation pour une nouvelle, j'espère. Avec un immense plaisir. Et je vous remercie et donc à très bientôt. Au revoir.